J'ai fait des pitchs devant d'autres personnes qui m'ont déglingué, Sarah, tu vois. Qui disent ouais, c'est qui minimise. Et il y en a qui vont toujours te voir comme ça, petite banlieusarde et tout, qui vont dire ouais, mais pourquoi vous voulez ouvrir un salon et tout, vous n'avez pas de notoriété, des trucs limitants, tu vois. Mais moi, je suis désolée, t'as vu, les Chinoises qui font des ongles, là, tu les connais avant qu'elles ouvrent leur salon? Faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? J'avoue, j'ai failli faire marche arrière à plusieurs reprises. Là, je te parle, là, hier soir encore, je pleurais. Pendant que tu étais étudiante, 2 mois avant de passer le bac, Ouais. tu m'as dit que tu t'es retrouvée à la rue. Ouais. Tu me dis si tu es à l'aise d'en parler ou pas. Je vais le dire avec des mots un peu vagues, mais je vais quand même en parler. Ça a été une période compliquée pour toi. C'était... Ouais. Sophia, t'as commencé à 4 ans à vendre des dessins. Et oui, j'allais commencer par là, j'ai pas oublié, j'ai tout noté. Comment t'en es arrivée là en fait? Comment est-ce que tu commences à 4 ans en vendant des dessins dans un bus à des gens que tu connais même pas et à toujours garder cette passion, ce truc, jusqu'à aujourd'hui où tu m'accueilles en fait dans ton salon à Nation? Bon, du coup, Sarah, on est arrivé à Nation. Je vais te montrer un peu. Là, on va voir l'institut, donc j'ai signé le bail début du mois là. Et je vais te montrer, là je suis en plein travaux, je vais te montrer un peu comment on sait, où ça en est. En tout cas, tu peux voir là, le coin il est archi sympa, on est à côté de Nation, on a un restaurant qui est juste là. Et là, on traverse la route et on va y aller, tu vas voir. Donc vraiment bien placé, je suis trop contente. J'ai fait un peu les vitres, tu sais, j'ai mis un peu des couleurs, carrés et tout. J'ai pas encore changé l'aventure, je suis en plein dedans. Je vais te faire découvrir l'intérieur, tu vas pouvoir voir. Tac, 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 tac. Donc voilà, bienvenue. Là, c'est difficile à imaginer pour l'instant. Mais en gros, voilà, on l'a récupéré, le local, il n'était pas trop dégueu, il n'y avait pas trop de travaux à faire. On a retiré le sol. Là, je suis en train de mettre le nouveau sol. J'ai réparé les murs, il y avait quelques trous, etc. Maintenant, c'est ici, donc ce sera convivial. Là, je suis en train de faire les travaux, mais ce sera convivial. Il y aura de quoi s'installer pour les personnes qui viennent avec leurs amis, qui veulent, enfin, même après, une fois qu'ils ont fini leur tatouage, qu'ils puissent se poser tranquillement. C'est quand même important d'avoir un certain confort quand tu fais ta prestation, en fait. Comment ça a commencé? Bah, en fait, des fois, on dit que, tu vois, entrepreneur, on l'est sans le savoir, en réalité. Et ouais, quand j'étais petite avec mon frère, je dessinais à la maison. Et nous, on voulait s'acheter des bonbons à l'épicerie et tout. Donc, voilà. Et en gros, on a commencé, je faisais des dessins. Et quand on prenait le bus avec ma mère, on partait voir les gens. Et genre, on les vendait 10 francs le dessin. Et on partait voir les gens. Et mon frère, il parlait. Et moi, je faisais la mignonne et tout. Et du coup, on arrivait à vendre les dessins. Et du coup, on pouvait s'acheter des bonbons. Enfin, donc j'ai commencé comme ça. Et c'est vraiment des années après que j'y repensé. Je me suis dit, mais en vrai, c'était de l'entrepreneuriat. Ce qu'on a fait, en fait, on a monté un petit truc et tout. Et du coup, on s'achetait nos bonbons. Donc, on avait un objectif. Et après, je pense que j'ai toujours eu ça. Et donc moi, j'ai fait le cursus normal en France, on va dire. On te dit, voilà, fais des études, que ça t'aura un bon métier, ceci, cela. Et à côté de ça, à l'âge de à peu près 12-13 ans, j'ai commencé un peu à faire le henné à mes sœurs, à mes cousines. Enfin, je dessinais bien, donc du coup, on en avait marre en fait de se faire, tu sais, la boule là au milieu. Oh là là, rien qu'on se faisait tailler. Moi, je voulais pas faire ça. Ma daronne, elle me suivait avec cette boule orange qui ressemblait à rien. Mais nous, c'était même pas la boule, Sarah. Nous, c'était, tu vois, on mettait la boule et puis on fermait la main et t'avais la main entière qui était orange. Ah oui, voilà, non, alors en plus, les ongles, ça reste 10 ans dessus. Après, moi, j'aimais bien, mais mes cousins, ils me taillaient, à l'école, ils me taillaient et tout. Et quand j'ai été au bled, genre j'avais 8 ans, je crois, et on a vu, tu sais, les trucs qu'on colle là. Tu colles un sticker, tu mets le henné dessus et après t'enlèves et c'est beau. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, il y a d'autres manières de faire. C'est comme des pochoirs en fait. C'est ça, c'est des pochoirs. Et j'avais trop kiffé. J'ai dit, non, mais c'est trop beau et tout. Quand on rentre en France, on fait plus les trucs que ma mère a fait et tout, on change et tout. On a commencé à faire ça et après, j'ai commencé à acheter des seringues, à faire à mes sœurs, j'ai fait à mes cousines. Au bout d'un moment, j'ai une tante qui m'a glissé à l'oreille, mais c'est comment la gratuité et tout. Bah ouais, c'est clair. Et pourquoi le henné d'ailleurs? Pourquoi le henné? Ouais. Parce qu'on s'en faisait à nous pour les fêtes, en fait. Je suis d'origine algérienne, tu vois, et ça a commencé comme ça, de façon culturelle. Le bouche à oreille, j'ai commencé à faire à de plus en plus de personnes. Et j'avais entre 14 et 15 ans à cette époque-là. Seulement 14 ans? Ouais, 14-15 ans. C'est ça. Mais c'était un truc qui rajoutait de l'argent en plus. Enfin, tu le faisais pour avoir de l'argent de poche? Pour avoir un peu d'argent de poche, mais c'était dérisoire. Hein. Je faisais des prix, fallait voir. C'est du bénévolat que je faisais. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années, donc 5-6 ans. Et à un moment donné, il y a énormément de personnes qui ont commencé à faire du henné. Et il y en avait beaucoup en fait, qui cassaient les prix, qui faisaient des prix dérisoires, etc. Donc il y avait toujours une fille qui était moins chère que toi. Et moi, en fait, ça a commencé
c'est pas à me gaver, mais vraiment, je suis quelqu'un de passionné, j'aime faire ce qui me plaît et tout. Et en fait, à faire que des dessins en fait, traditionnels, j'ai commencé à me dire, vas-y, ça me fatigue, ça me passionne pas, j'avais fait le tour et tout. J'ai dit, ouais, en fait, je vais pas faire juste ça, en vrai. Certes, je suis d'origine algérienne et tout, mais ma culture, elle est beaucoup plus vaste. En réalité, je suis artiste, je dessine. Je fais pas juste que de recopier des modèles, moi aussi je sais dessiner, etc. Donc j'ai une plus-value par rapport aussi à d'autres personnes qui vont faire du henné et tout. Je me suis dit, bon, comment je vais me valoriser maintenant, comment je vais me différencier? Et je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de me brider, d'être dans un schéma, de la fille qui fait du henné, c'est comme ci, c'est comme ça. Je vais me lâcher, je vais montrer ma personnalité et je vais faire mon compte Instagram comme j'ai envie de le faire en fait et de commencer à mettre ce que j'aime. Parce que j'aime la culture manga, j'aime le hip-hop, j'aime les jeux vidéo. Enfin, j'aime énormément de choses en fait qui sont autres que simplement la tradition henné. Et donc j'ai commencé à proposer des dessins différents. À quel âge t'as eu cette prise de conscience? Waouh. À mon avis, je devais avoir 20 ans. Que ça s'est fait vraiment, en fait, ça s'est fait crescendo, donc je me suis pas rendu compte, tu vois, c'est des petites décisions, c'était pas des gros déclics, c'était des petites décisions, un petit enchaînement de décisions qui faisait que je voulais améliorer. Accumulation de tes 5 ans d'expérience passée. C'est ça. Et donc j'ai commencé à proposer d'autres choses, j'ai découvert le jaguar, et ça a changé la donne, en fait, parce que la couleur, elle est différente, tu peux faire beaucoup plus de dessins, etc. Et donc, j'ai commencé à proposer d'autres choses. Je me suis dit, comment les gens ils peuvent voir ce qui est possible? Parce qu'en vrai, les gens, ils savent pas encore ce qui est possible de faire. Donc, j'ai attrapé mes sœurs. J'ai dit, attends, tu viens là. J'ai tatoué mes sœurs, j'ai tatoué mes copines. Je faisais des créations, en fait, pour montrer aux gens ce qui se faisait. Et là, les gens voyaient ce qui se faisait. J'ai commencé à montrer ce que je kiffais et tout. Puis les gens, ils commençaient à kiffer. Et je voyais qu'en fait, j'ai vraiment mis mon univers. Et les gens, plus j'imposais vraiment mon univers bien précis, et plus ça plaisait en réalité. Je me permets juste de te couper parce que tu vas vite. T'inquiète. Il n'y a pas de souci. Tu me dis si tu veux en parler, mais il y a un point hyper important qu'on n'a pas abordé et qui pour moi est une preuve de résilience et qui définit ta personne. C'est que pendant que tu étais étudiante, 2 mois avant de passer le bac, tu m'as dit que tu t'es retrouvée à la rue. Ouais. Tu me dis si tu es à l'aise d'en parler ou pas. Je vais le dire avec des mots un peu vagues, mais je vais quand même en parler. Ça a été une période compliquée pour toi? C'était une période compliquée. C'est vrai que après, il y a plein de choses qui font que j'ai été persévérante et en réalité, j'ai toujours eu mes rêves. Et je me suis toujours donné des objectifs et je me suis toujours dit que ce sera mieux plus tard, ce sera mieux plus tard. Donc c'est vrai que, tu vois, dans l'enfance, moi je suis d'une famille, on a une fratrie de 5 enfants. Moi j'ai mon frère qui a été incarcéré très tôt, j'ai ma mère qui est tombée en dépression. Mon père, moi, il est au bled, donc j'ai grandi sans mon père. Et non, c'était pas forcément évident, tu vois, quand ta mère elle tombe malade, quand t'as pas le grand frère et que moi je suis la deuxième de la fratrie, donc du coup c'est toi la plus grande, mais t'as les études, au final tu te retrouves, t'es en train d'aider ta mère, donc du coup t'es en train de t'occuper d'un foyer. Moi depuis l'âge de... Mon frère quand il est parti, c'était assez tôt, vers l'âge de 16 ans, donc du coup t'as les études. Moi je voulais aussi aller loin dans mes études à la base, donc je voulais gérer mes études, à la fois tu gères aussi un peu le foyer. T'as eu le poids sur tes épaules? J'ai eu un poids sur mes épaules. Après, tu le fais avec amour, tu le fais par amour. Tu te dis, voilà, c'est ma mère, c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs. Et du coup, voilà, t'es en train de t'occuper de plein de choses à la fois sans t'en rendre compte. Ce sens du sacrifice et cette force, en fait, de résilience, où est-ce que tu l'as puisé? Parce que tu le racontes assez de manière nonchalante, parce que ça a toujours été normal pour toi, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Déjà, je remercie le bon Dieu, parce qu'il a fait de moi une personne qui relativise et je sais que j'ai une force mentale et je me rends bien compte avec les années quand je prends du recul et déjà dans ma foi, la première chose, parce que voilà, c'est des épreuves et on a chacun nos épreuves et vraiment ce qui m'a fait tenir, c'est l'amour. Franchement, c'est peut-être bateau de dire ça, poétique et tout, mais c'est vraiment l'amour en fait. C'est l'amour de ma famille, l'amour de ma mère, l'amour de mes frères et sœurs et l'amour de mes projets. Donc ouais, quand je faisais mes études, moi je me suis dit, écoute, je suis enfant d'immigrés. Là, les études, c'est un ascenseur pour moi. Pour l'instant, c'est celui-là. Je connaissais pas encore l'entrepreneuriat ou quoi. Et je me suis dit, je peux pas lâcher mes études parce que c'est ce qui va me sortir de la situation. Je veux, tu vois, élever ma famille vers le haut. Je veux apporter derrière aux autres, tu vois. J'ai 2 petites sœurs, j'ai un petit frère. Tu vas me faire pleurer. Non, mais t'es obligée, en fait. Tu te dis, mais regarde comment on est. Quand tu arrives au lycée, tu te mélanges. Il y a la mixité sociale. Donc, il y a d'autres cultures, il y a d'autres classes sociales. Et là, tu te rends compte, en fait, de la tienne. Et tu te dis, en fait... tu te prends une baffe. Tu te prends une baffe, tu te dis, en fait, pour eux, c'est facile comme ça, tu vois. Et tu peux te dire, soit tu te dis, c'est injuste, soit tu te dis, c'est injuste, c'est pas juste, je suis énervée, je suis en colère contre la société et tout. Soit tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on me donne pour... même si je dois faire les bouchées doubles, je vais les mettre, tu vois. Qu'est-ce qu'on me donne pour améliorer les choses, tu vois. Ça a aussi fait que,
à un moment donné, j'ai dû quitter le foyer et que moi aussi, je me suis retrouvée livrée à moi-même. Et le monde, il est cruel dehors, hein. Tu vois, le monde, il est méchant, hein, comme dirait l'autre. Donc ouais, tu te retrouves confrontée au monde. Moi, j'avais 20 ans. Enfin, on va dire, quand je passais mon bac, j'avais 18 ans, ça commençait déjà un peu à être chaud, tu vois. Moi, comme tu l'as dit, tu vois, quand je passais mon bac, 2 mois avant, j'étais dehors. J'étais dehors, mais j'avais des objectifs, tu vois. Et il y a des gens autour de toi, il y a toujours des bonnes personnes, tu vois. Il y a des gens qui vont t'aider par la parole, parce qu'ils peuvent faire que ça. Il y en a qui vont t'aider avec le regard, parce qu'ils peuvent faire que ça. Il y en a qui vont t'aider avec des moyens, parce qu'ils peuvent le faire. Et j'ai une amie qui m'a hébergée. J'ai mes profs qui m'ont dit mets tes livres dans la salle des profs, mets tes affaires scolaires dans la salle des profs. C'est de la persévérance, c'est de la résilience. T'as eu ton bac? J'ai eu mon bac avec mention et je suis partie à l'université. Après, j'ai pris un logement, tu vois. Bon, j'ai pas poursuivi mes études parce que quand moi j'ai pris mon logement, je continue mes études et après, des fois, tu sais, t'es jeune, t'es confronté au monde réel et t'es naïve et tu fais des mauvaises rencontres. Et voilà, la personne que j'ai rencontrée, il s'avère que c'était une personne très violente, avec qui je suis restée 3 ans. J'ai dû arrêter mes études parce que je me faisais frapper, tu vois. Et que quand... des fois, t'as envie d'aller en cours avec le visage tuméfié. T'as pas forcément envie que les gens voient, tu vois, t'as honte et tout. Ou des fois, t'es à l'hôpital, quand il y a les partiels, par exemple. Donc du coup, tu rates tes partiels et va expliquer ça à un prof. En fait, t'as pas envie d'en parler. Donc au bout d'un moment, c'était plus gérable, tu vois. J'ai arrêté, j'ai passé ma licence et franchement, j'ai arrêté à contre-cœur, Sarah. Moi, j'ai pleuré quand j'ai arrêté mes études. Tu m'étonnes, surtout que ça a toujours été, comme tu l'as décrit, les études. C'est ça. Vraiment. Je me suis dit, j'ai continué quand j'étais à la rue, j'ai réussi à continuer et là, c'est lui, il va me faire arrêter mes études. C'était les seules choses. Tout le reste, je faisais plus. Mes amis, je leur parlais plus. Oui, tu t'es coupée de ma famille, tout le monde. Je sortais plus, mais par contre mes projets je les faisais. Par contre mes clients je les recevais, tu vois. Par contre j'allais chez mes clients, je recevais mes clients, j'ai jamais arrêté. C'est pour ça que t'as jamais lâché. En fait. Et je me dis si j'ai tenu dans ça, c'est pas. En fait le reste c'est quoi après c'est de l'eau, tu vois ce que je veux dire. Quand t'as vécu ça, tu dis le reste c'est de l'eau. Et c'est là que tu décides de vraiment te mettre à fond. Et c'est là que j'ai dit vas-y, je vais me mettre à fond. Ouais. J'ai dit j'ai mon Instagram, vas-y je vais me mettre à fond. Tu sais, quand t'as pas d'argent, tu penses trop stratégique. C'est nous les plus créatifs, tu vois. C'est le manque d'argent, ça te rend créatif. Moi, il faut que je trouve un moyen d'aller voir les gens et de leur dire gagnant-gagnant, tu vois. Il faut que les gens ils soient gagnants en même temps que moi, comme ça, tout le monde sera content. Donc j'ai dit vas-y, je vais aller trouver des petits photographes sur Insta et tout. On a la chance d'avoir Insta, il y a du monde sur Insta. On est motivés, on se fait notre premier shooting. Je t'enverrai les photos. On fait notre premier shooting et tout, et j'ai des photos. En vrai, t'avais déjà une DA je voulais. Digne, ouais. Mais avec rien. Donc chacun a eu ses photos. On était contents, tu vois, moi c'était gratuit, moi j'étais contente et j'avais mes premières photos, j'étais trop fière de les mettre sur mon Insta. Et de là, j'ai commencé à mettre des photos qualitatives, j'ai refait encore des shootings derrière. Et ça te démarquait? Et ça m'a démarqué, et en termes de qualité, directement, là, le Instagram, il commence à prendre. Là, ça impose. Voilà. Ça fait sérieux, c'est... Là, c'est l'entreprise, tu vois. Là, tu me prends pas pour ta petite... Là, tu crois qu'on joue, là. Là, tu vas pas me dire, je sais pas quoi, viens, on baisse les prix. Non, t'as vu, moi, il y a du travail derrière. Voilà ce que je suis capable de faire. Voilà les créations que je peux faire. Voilà où on en est. Et tout doucement, voilà. Et là, j'ai commencé, j'ai dit, vas-y, les réseaux sociaux, c'est un tremplin en réalité. Et il y a une autre personne qui faisait déjà du Jaguar, du henné à l'époque. Et pareil, elle me D'ailleurs, tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Jaguar? Alors, en fait, le Jaguar, c'est un peu le même principe que le henné. Tu vois, le henné, ça va te colorer la peau de façon naturelle, d'une couleur brune, marron. Et le Jaguar, c'est un fruit, je t'enverrai des photos aussi, qui vient d'Amazonie, qui ressemble un peu à un kiwi. Bizarre, okay. Un peu un kiwi. C'est un fruit qui est comestible et qui se cultive qu'en climat équatorial, donc il n'y en a pas en France et il n'y en a pas dans les pays chauds, trop secs, tu vois. Et du coup, ce fruit, en fait, le jus, il colore la peau de façon naturelle. En fait, à l'intérieur, c'est bleu, noir bleuté, et ce jus-là, en fait, ça colore de façon naturelle. Et les Amazones, au Panama, Guatemala, etc., enfin, même des peuples ancestraux qui l'utilisent depuis des décennies pour se tatouer la peau, pour se décorer la peau, avec des ornements, que ce soit des types guerriers ou de type juste pour l'ornement, c'était vraiment un habillement pour eux. Et en fait, ça a commencé à venir un peu en France, etc. Je voyais quelques personnes le faire. Et j'ai commandé ce produit-là et en fait, quand tu associes ça à ton savoir-faire du dessin, c'est magique parce que ça ressemble à du tatouage. Et donc du coup, tu appliques ça sur la peau. C'est comme une encre, en fait, un gel, tu vois, que tu appliques sur la peau, tu laisses poser et au bout de 24 heures, 48 heures, tu as la couleur qui ressort.
et tu as un beau tatouage qui ressemble à un vrai tatouage. Et moi, en fait, le fait que j'ai commencé à proposer des choses qui ressemblaient à du vrai tatouage, des dessins autres que traditionnels aînés, ça a changé, ça a pété le truc. Bah, ça a révolutionné. C'est ça, en fait. Et moi, je me rendais même pas compte. Moi, j'ai fait les choses sur le tas, comme ça, et je me commence à me rendre compte qu'en fait, c'est une alternative au tatouage, que je peux reproduire des choses qui ressemblent à du tatouage. C'est du tatou éphémère, alors qu'à l'époque, t'es grave réticent de te faire tatouer parce que... C'est ça. Pour plein de raisons. Et là, je me dis, mais en réalité, il y a une part de marché de malade. Tu tiens un truc. Là, tu te rends compte que tu tiens un truc. Je suis pas la seule à le faire, tu vois. Mais là, je commence à faire des trucs. Mais c'est encore les prémices du... Mais quand je le fais, je commence à proposer des choses qui sortent du traditionnel, tu vois. J'ai plus envie de faire que les mains en mode, tu vois, arabesque et tout. Je fais des trucs, je commence à m'inspirer de vrais tatouages. J'ai commencé à calculer mon chiffre d'affaires. J'ai commencé à raconter. C'est là où tu rentres vraiment dans le dur. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai un business qui est viable de ouf, en fait. Je vois le chiffre d'affaires, je me dis, mais j'ai un business qui est viable de ouf. Donc, je me mets au défi, je me donne des objectifs de faire un maximum de clients. Par contre, j'ai charbonné de ouf. J'ai charbonné, Sarah. J'ai fait D'ailleurs, avant de trouver ton institut. Ouais. Bah, en fait, regarde, moi, je recevais chez moi. Et j'ai des trucs qui me limitaient, ça m'énervait en fait, parce que chez moi c'est le 91 et c'est loin pour les gens. Et moi quand j'ai commencé à faire tu vois, quand j'ai commencé à faire mes partenariats, j'ai commencé à toucher à toute l'Île-de-France et voir toute la France parce que les gens ils ont plus de visibilité et du coup les gens ils venaient du 9,5, 9,4, 9,3, 9,2, c'est loin. Quand les gens arrivaient chez moi ils voulaient m'insulter, genre mais c'est loin, c'est trop loin. Tu vois, je suis à Évry, les gens ils ont fait un trajet, ils étaient vraiment motivés, mais je me rendais quand même compte que je perdais une partie de ma clientèle. Ça veut dire à peu près 30% des gens, au moment où t'envoies l'adresse, ah non, en fait, t'as vu, ça fait 2 heures, je vais pas venir, tu vois. Tu te rends compte que c'est un manque à gagner C'est un manque à gagner considérable. Et je discute avec une autre fille qui fait du jaguar et tout, qui est de Lille. Et elle, en fait, elle fait un peu des tours de France et elle va dans des endroits et tout. Et franchement, elle me donne son tips. Et franchement, c'est ça que j'ai kiffé parce qu'il y a des gens qui sont vraiment généreux. Ils n'ont pas peur de partager, tu vois. Et elle me dit, moi, je vais au Starbucks. Hein. Elle m'a dit, franchement, moi, je me prends pas la tête, mes clients, je les reçois au Starbucks. Ah, celui-là va, celui-là, ils vont rien dire et tout, nanana. Eh vas-y, je partais au Starbucks. Allez voir là-bas, je faisais des journées. Je faisais des 11h, 19h. J'ouvrais avec eux, je fermais avec eux. Mais c'était mon équipe carrément. Le responsable et tout me connaissait, tout ça. Bonjour, ça va, bonne journée aujourd'hui et tout. Je faisais, et j'avoue, j'étais sans pitié avec moi-même par contre. Je faisais du 11h, 19h sans pause. Et j'étais tellement dans un objectif. C'était ton espace de coworking en fait. J'étais là, je me mettais là-bas, j'avais des clients non-stop. Sauf que, au lieu d'avoir ton Mac et ta petite boisson, t'avais ton Jaguar et tu recevais tes clients. Et les clients, ils venaient à la file, Eh, laisse tomber, il y avait du monde. À la fin, moi, je leur ramenais du monde. Moi, je vais prendre 10%. Alors, je leur ramenais grave du monde. Sarah, bienvenue dans mon antre, là où j'ai démarré. Donc là, on est au Starbucks de Châtelet-Les-Halles. Eux, là, j'ai capitalisé sur leur Starbucks à fond. Donc, au début, c'était un commun accord, genre les gens ils savaient qu'ils venaient au Starbucks parce qu'on s'était mis d'accord, etc. Ils avaient moins d'abonnés. Du coup, quand tu as moins d'abonnés, tu as plus de proximité, donc les gens ils suivent un peu et tout. Donc ils venaient ici, ça se passait bien et tout. Et au fur et à mesure, j'ai continué de perpétuer ce truc-là. Je faisais tous les dimanches, genre au Starbucks, mais du coup, les gens ils se rendaient plus forcément compte que c'était au Starbucks parce que c'était les rendez-vous sur Paris. Et au bout d'un moment, j'ai automatisé les rendez-vous aussi. Donc du coup, ils prenaient rendez-vous, même si c'est marqué, les gens ils disent pas forcément. Et du coup, la façon dont moi j'ai travailler le service client, ça veut dire la prise de rendez-vous, la prise d'information, tout ce qui va avec, le message de confirmation, etc. Les gens étaient convaincus que j'avais un institut. Ça veut dire que quand ils arrivent ici, moi je suis là, je sais que c'est ici. Je sais déjà ce qu'ils vont me dire. En fait, ils vont là-bas, là, à côté, il y a une porte pour entrer dans le bâtiment. Ils arrivent tous devant, ils me disent « C'est quoi le code ?» Ah, je dis « Non, mais il n'y a pas de code, c'est dans le Starbucks. » Et tu vois, la réaction, il y a un soupçon de déception, tu vois. Et en même temps, ils veulent leur tatouage, donc ils sont là, mais il y a un soupçon de déception. Du coup, j'ai commencé à les recevoir ici, donc il y en a qui étaient surpris. Mais après, quand ils me rencontrent, je suis quand même une personne un peu chaleureuse, voyez-vous. Donc quand ils me rencontrent et qu'on discute, je leur explique, voilà, j'ai pas encore d'institut. Mais moi, en fait, eux, au final, ils sont contents d'avoir leur tatouage. Mais moi, au final, ça me frustre. Je me disais, mais c'est quand même frustrant et tout. Genre, c'est vrai que tout va sauf ça, en fait. J'aurais aimé pouvoir les recevoir, même pour moi-même, en fait, dans des conditions de travail. Là encore, aujourd'hui, c'est relativement calme, mais il y a des jours où c'est archi brillant, il y a de la musique forte, c'est dur de trouver une place. T'as vu là comment on a galéré. Donc, faut trouver sa place, faut trouver une place. Des fois, ça s'enchaîne, les clients, ils s'enchaînent. Des fois, moi, je suis gênée aussi. T'as les avantages et les inconvénients. Il y a avantages et inconvénients. Les journées que j'ai le plus fait, c'est souvent, on va dire, en saison, c'est-à-dire à partir du mois de mai, juin, juillet. Ça veut dire, moi, j'arrive ici, je me lève archi tôt, je viens ici, j'arrive aux ouvertures.
Et c'est le Paris secret, c'est le Paris où tout le monde dort, il n'y a que les commerçants qui sont là, il y a la musique, ça se prépare. Moi j'aime trop cette ambiance-là. Et j'arrivais en même temps que, donc au final l'équipe, bon là elle a un peu changé l'équipe du Starbucks, parce que d'après moi c'est mon équipe. Genre je les connaissais tellement que vas-y j'arrivais en même temps que le matin, salut alors, et le chef il me disait alors grosse journée aujourd'hui, ouais grosse journée, bon courage, bon courage. Au bout d'un moment j'étais matrixée, je faisais mes clients, je faisais genre 10h, 19h, zéro pause. Cette place-là, elle a vu beaucoup de gens passer, hein, je te dis. Et non, je faisais vraiment des gros horaires. Donc à force, on passe la journée ensemble au final avec eux. Donc on se voit. Après, ils ont commencé. Au début, ils parlaient pas trop. Après, ils ont commencé à me poser des questions sur ce que je faisais. Et même ici, là, des fois, il y a souvent des touristes. Donc ils passaient. Des fois, je tatouais des gens, des touristes, des étrangers. Il y a beaucoup de gens qui se rajoutent. Ouais, des fois, ça va donner de la visibilité aussi. Et donc voilà, ça m'a quand même permis. Voilà, moi, je crache pas dans la soupe. Ça m'a quand même permis de recevoir pendant des années beaucoup de gens, de me faire connaître sur Paris aussi par les gens et de me dire là, il faut que je passe à l'étape supérieure. La suite logique, c'est d'ouvrir le mien en réalité. Donc voilà. Et après, je me suis dit, bon voilà, j'ai commencé à chercher, j'ai continué de recevoir ici en parallèle. Et là, j'ai commencé à chercher. Et puis, déjà, il faut casser le plafond de verre, de se dire, ouais. Avant, pour moi, je me disais, mais Paris, c'est impossible. Genre, c'est trop cher les loyers, c'est pas possible, sinon ça se saurait. Le jour où tu n'as plus d'humilité et où tu bosses avec ton ego, tu auras des opportunités. Quand l'ego il rentre dans ton business, tu auras des opportunités. Faire les choses. Si t'es pas dans l'action, ça reste une idée en fait. Ça reste une idée et des fois les idées elles sont fausses, il faut les confronter.